comment respecter les contraintes éthiques en matière de recherche et juridique. On va parler de juridique pur et dur. Donc il se trouve que la recherche, elle est basée sur une dérogation à un principe éthique essentiel, le principe d'inviolabilité du corps humain. On veut qu'on ne peut pas porter une atteinte physique ou mentale au corps humain. Et donc cette dérogation, elle a été mise en place par la nécessité de faire des recherches sur la personne pour développer les connaissances en matière de santé, développer des nouveaux traitements, des nouvelles techniques de prise en charge notamment. Et donc la dérogation légale, c'est une autorisation de la loi qui se fait selon certaines conditions. Donc là, j'ai repris des conditions essentielles qui justement peuvent avoir un lien avec ces contraintes éthiques en matière de soins palliatifs. Donc l'obligation de développer les connaissances, si on est dans le principe d'inviolabilité, on porte atteinte au principe d'inviolabilité. La primauté de la personne qui impose qu'on va considérer d'abord la personne et au regard du développement possible de l'aspect très prometteur de la recherche, même si la recherche est très prometteuse, c'est la personne qui doit être prise en considération d'abord avant de décider d'une recherche. L'intégrité du corps humain, donc qui implique que les bénéfices doivent être largement supérieurs aux risques, et évidemment le consentement libre et éclairé. Donc en se basant sur ces principes, j'ai mis en avant des points de vigilance, une partie sur la personne elle-même et une autre partie sur la conception de la recherche. Sur la personne elle-même, donc la personne en soins palliatifs, c'est une personne vulnérable. Donc on va voir en quoi elle est vulnérable. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable pour la recherche? Est-ce que les recherches en soins palliatifs d'abord sont autorisées? Est-ce qu'il y a donc une capacité de consentir dont il faut tenir compte pour exprimer un consentement libre? Et puis, je parlerai aussi du rôle de l'aidant et de la personne de confiance. La personne de confiance et l'aidant sont dans les textes et donc interviennent parfois dans la recherche. Et ensuite, sur le thème de la conception de la recherche, je parlerai donc du rapport bénéfice-risque, comment évaluer les risques, qu'est-ce qu'on entend par risque et les bénéfices, et l'organisation de la recherche elle-même sur sa faisabilité et l'exigence de résultats. Donc la personne en soins palliatifs, une personne vulnérable, dans le cadre de la recherche, on considère comme personne vulnérable une personne dont le consentement peut être influencé. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le consentement, donc des situations particulières, des liens avec des acteurs de la recherche, mais aussi des situations d'urgence. Le CIOMS nous dit une personne qui a une maladie incurable, c'est une personne qui est vulnérable. En droit pénal, notamment, la vulnérabilité, c'est une qualité de la victime qui va avoir une influence sur l'auteur. Donc c'est une circonstance aggravante pour l'auteur de l'infraction. Et la vulnérabilité, c'est la maladie, l'infirmité, une déficience physique ou mentale. Pour le droit en général, en fait, la vulnérabilité, c'est une situation de faiblesse. Donc une personne dont la santé est altérée, on considère en droit que c'est une personne qui est dans une situation de faiblesse et dont le consentement peut être influencé. Donc pour la recherche, il faut consentir, il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Dans toutes les situations, la personne doit être informée. Cette information, elle doit être adaptée à sa situation. Et elle doit se faire pour comprendre. Les textes précisent bien, c'est une information par entretien, par dialogue, et l'investigateur doit s'assurer que la personne a bien compris les objectifs de la recherche, les contraintes. Dans ces situations-là, effectivement, il y a une responsabilité particulière qui va peser sur l'investigateur pour s'assurer de la bonne compréhension des enjeux de la recherche et de ses contraintes. On discerne juridiquement les personnes qui sont capables de consentir et les personnes qui ne sont pas capables d'exprimer un consentement, de comprendre une information, puisqu'en droit, l'information et le consentement sont liés. On ne consent qu'en fonction de l'information qu'on a reçue. Donc le droit prévoit des mesures de protection des personnes qui sont juridiquement incapables. Donc il y a plusieurs mesures, donc il faut discerner surtout
entre des mesures d'assistance et de mesures de représentation, on verra tout à l'heure. Et en matière de recherche, donc il y a un article de la loi Jardé aujourd'hui qui prévoit en fait d'autoriser ou pas des recherches sur des personnes vulnérables. Donc le principe en fait, c'est que les recherches sur les personnes vulnérables sont interdites, mais il y a des dérogations parce que on est obligé de développer des connaissances sur les conditions de vulnérabilité de ces personnes. Donc les recherches qu'on appelle catégorie 3, qui sont des recherches non interventionnelles, sont toujours autorisées sur ces personnes, parce qu'elles n'ont ni risque ni contrainte. Et puis ensuite, il y a des recherches de catégorie 2 ou 1, qui sont des recherches interventionnelles à risque et contrainte minime, qui, elles, sont autorisées, mais que dans certaines conditions. La première, qu'on oublie parfois, c'est une condition de nécessité, c'est-à-dire que pour répondre à l'objectif de recherche, on est obligé de faire la recherche sur ces personnes, dans ces personnes vulnérables. Et puis, deux situations différentes. Soit la recherche on peut attendre un bénéfice de la recherche sur la personne, soit on ne peut pas attendre un bénéfice de la recherche sur cette personne, mais on attend un bénéfice sur des personnes qui sont dans la même situation. Et à ce moment-là, il va falloir que les risques prévisibles pour la personne et les contraintes soient minimes. Voilà, donc un principe général d'interdiction et puis des conditions spécifiques qui permettent de faire la recherche sur ces personnes. Dans le droit de l'Union européenne, donc vous savez qu'en France, en fait, on a des régimes différents selon l'étude de recherche. Donc les essais cliniques sur les médicaments sont sous le régime d'un règlement européen, et le règlement européen il dit qu'il faut que la recherche porte sur la condition médicale dont est atteint le participant. Donc voilà sur les conditions. Ensuite, sur l'information et le consentement, donc une information adaptée et un consentement qui va dépendre en fait des mesures de protection de la personne s'il en existe. Et donc là, surtout discerner entre les personnes qui sont représentées, c'est-à-dire qu'il y a un représentant légal qui va signer à leur place, et les personnes qui sont juste assistées, on les aide à consentir et c'est elles qui vont exprimer leur consentement. Et là, la difficulté, encore une fois, qui pèse sur l'investigateur, c'est que les tiers sont censés connaître la nature de la mesure et le rôle de la personne qui doit assister ou représenter. Donc, il y a la tutelle, la curatelle qui sont très connues, mais il y a d'autres mesures d'habilitation familiale qui peut aller jusqu'à la représentation. Donc il faut savoir en fait quels sont les termes de l'habilitation familiale. Le même mandat de protection future également, peut y avoir une représentation ou simplement une assistance. Donc voilà, représentation, la personne qui est chargée de représenter va signer le consentement, mais ce qui n'empêche pas évidemment qu'on va informer le patient de manière adaptée et on va lui demander son adhésion à la recherche. On ne passera jamais outre un refus de la personne de participer à la recherche, même si c'est son représentant légal qui doit consentir. Pour les mineurs, la situation est toujours la même. Ce sont les parents qui sont les représentants légaux et qui vont exprimer le consentement. En l'absence de représentation, on a un article qui est prévu dans le Code de la santé publique et qui permet donc pour les personnes qui sont hors d'état d'exprimer leur consentement mais qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique de participer à la recherche sous l'autorisation en fait soit de la personne de confiance, soit à défaut, donc c'est dans l'ordre, s'il n'y a pas de personne de confiance, c'est la famille et à défaut un proche. Alors, donc, la capacité à consentir, c'est le point important, en fait, qui doit être évalué dans le cadre au cas par cas, du consentement de chaque personne à participer à une recherche. Et il se trouve que, dans le cadre des recherches et de l'entrée en application des règlements européens, on a écarté la loi Jardé. Donc, cet article qui définit les conditions de consentement et la possibilité de participer à une recherche pour les personnes qui sont hors d'état de consentir mais qui n'ont pas de mesures de protection juridique ne s'applique pas aux recherches qui sont sous le régime des règlements européens, donc les recherches sur les médicaments
les recherches sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Voilà, donc tous les articles qui sont relatifs au consentement dans la loi Jardé ne s'appliquent pas aux recherches qui sont sous le régime du droit de l'Union européenne. Donc ensuite, après le consentement et l'information, le consentement, le rôle de l'aidant et la personne de confiance dans les textes. Alors qui sont-ils? L'aidant, on en parle peu dans le Code de la santé publique, il est surtout défini dans le Code de l'action sociale, donc dans le chapitre sur les personnes âgées et le chapitre sur les personnes handicapées. Donc pour les personnes âgées, c'est un conjoint, un partenaire, un concubin, un parent ou un allié, ou une personne qui réside avec la personne ou qui a des liens étroits, donc qui est un proche. Pour la personne handicapée, c'est un ascendant, un descendant, un collatéral de la personne qui est handicapée ou de son conjoint. En revanche, la personne de confiance qui, elle, est définie dans le Code de la santé publique dans le cadre des soins, c'est un parent, un proche ou même le médecin traitant. Alors, donc voilà leur définition, leur rôle est important. Pour les aidants, donc le rôle est défini dans le Code de l'action sociale, encore une fois. Les aidants donc, vont pratiquer des actes ou des activités de la vie quotidienne. Pour les personnes handicapées, on parle d'aide humaine. Dans le cadre de soins, il y a peu, dans le cadre des soins, dans le Code de la santé publique, il y a peu d'actes qui sont en fait sont vraiment des actes précis qui peuvent être réalisés par les aidants. Et dans le cadre de la recherche, il n'y a absolument rien sur l'aidant. Pour ce qui est de la personne de confiance, en fait, son rôle, c'est justement d'être le témoin de la volonté du patient. Donc il n'y a pas d'activité spécifique, d'actes qui pourraient être réalisés par la personne de confiance. Son rôle, c'est d'exprimer la volonté du patient et donc son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Donc l'aidant et la personne de confiance en recherche, aucun texte en fait n'encadre l'intervention de ces personnes qui pourtant sont souhaitables en fait dans le cadre des recherches en soins palliatifs et donc des dispositions notamment relatives au secret professionnel ne permettent pas en fait le partage d'informations avec un aidant. Le secret professionnel impose que un professionnel de santé ne peut pas divulguer d'informations sur son patient à autrui. Et pareil en matière de recherche, l'équipe de recherche donc, qui travaille ensemble vont partager des informations sur la personne dans le cadre de la recherche, mais ne pourront pas partager ces informations avec un médecin traitant. Donc il y a quelques dérogations, notamment la situation de continuité des soins, mais il n'y a aucune disposition qui permet le partage d'informations avec un aidant. Et même dans le cas des curatelles, le curateur, en fait, ne peut être informé que si la personne consent à ce que le médecin l'informe sur certains éléments, sur sa santé. Et dans le cadre également du Code de la santé publique, dans la situation d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, les proches ou la personne de confiance peuvent être informés, mais à condition que le patient soit lui-même informé par son médecin du fait qu'il va informer ses proches et que la personne ne s'oppose pas au partage de cette information. Donc dans le cadre de la recherche, aucun texte, et pourtant on reçoit des protocoles dans lesquels l'aidant intervient, et c'est souhaitable pour de nombreux protocoles, mais parfois on voit des choses qui sont un petit peu surprenantes. Alors les CPP, le Comité de protection des personnes, ont retoqué certaines parties des protocoles de recherche, notamment ont refusé que l'aidant réalise des actes du monopole de professionnels de santé. On a des protocoles dans lesquels on demande à un aidant de faire des injections aux patients. On refusait des tâches qui impliqueraient une atteinte au secret professionnel. On ne peut pas, c'est la loi. On refusait des tâches qui sont parfois trop lourdes pour l'aidant.
qui impose soit même une charge physique ou une charge mentale supplémentaire à un aidant, où on refusait des tâches qui pourraient être gênantes, donc l'aide au remplissage de certains questionnaires qui pouvaient rentrer dans l'intimité du patient et donc qui ont été censurés par les comités d'éthique. Alors donc beaucoup de questions en fait sur ces recherches en soins palliatifs et sur ce rôle de l'aidant. Faut-il recueillir systématiquement le consentement de l'aidant pour participer à la recherche, parce que ça va être aussi une contrainte pour lui. Faut-il encadrer les tâches qu'il pourrait réaliser dans le cadre de recherche sur ces personnes? Faut-il créer une dérogation à l'obligation de secret professionnel pour pouvoir informer l'aidant sur certains éléments personnels de la recherche? Et quelle est la responsabilité du promoteur vis-à-vis de l'aidant? Parce qu'aujourd'hui, les textes sur la responsabilité protègent les patients, mais pas les proches. Donc, les patients, les ayants droit en cas de litige, mais c'est pas forcément un proche, ce n'est pas forcément un ayant droit, pas forcément un membre de la famille. Faut-il que l'aidant soit indemnisé en compensation des contraintes, alors que les personnes vulnérables qui sont représentées ne peuvent pas être indemnisées? Il y a une interdiction d'indemnisation des mineurs et des personnes qui sont incapables dans le cadre des recherches. Deuxième point, sur la conduite de la conception de la recherche, quels sont les bénéfices et quelles sont les difficultés vis-à-vis des risques? Donc les bénéfices, ils sont entendus comme les bénéfices sur les potentiels sur les participants. On est toujours en question dans une recherche, il y a une question qui est posée, on n'a pas la réponse, donc c'est vraiment des bénéfices potentiels pour les participants, mais aussi pour la santé publique. Donc quand on évalue les bénéfices, on évalue les bénéfices aussi pour la santé publique. Sur les risques, donc les risques doivent être minimes. Difficulté en fait parfois d'évaluer les risques pour la recherche et puis surtout de rester dans le cadre de risques minimes voire absents puisque le but des soins palliatifs en fait c'est de rechercher une qualité de vie, donc il me semble que les risques acceptables doivent être vraiment mineurs pour ne pas être en contradiction avec cette situation de soins palliatifs. Et puis, difficulté aussi d'identifier des effets indésirables sur ces personnes qui peuvent avoir différents types de traitements. Sur la conception de la recherche, encore une fois, la dérogation au principe d'inviolabilité, c'est de développer les connaissances. Il faut que les recherches aboutissent. Une recherche qui n'aboutit pas n'est pas une recherche éthique parce qu'on n'a pas au final de développement de connaissances et on a imposé des contraintes aux patients qui ont participé. Donc la recherche doit être faisable, doit arriver jusqu'au bout et faisable. C'est aussi des contraintes méthodologiques sur ces patients particuliers qui ont un état de santé fragile et avec un risque de décès potentiel. Donc un calcul du nombre de sujets, un critère principal qui doit être choisi en fonction de cette situation particulière. Voilà, je vous remercie. On va peut-être faire les questions tout de suite parce que... Est-ce qu'il y a une question? Oui, là-bas, Hélène. Le sentiment que ça me donne, c'est qu'il y a quand même un petit décalage entre la réalité de la vie quotidienne des aidants au domicile des patients qui font déjà parfois des injections, qui manipulent déjà potentiellement les patients. Et j'entends bien le principe de protection, mais je trouve qu'il y a... c'est décalé de la réalité du quotidien. Finalement, on ne leur fait pas faire quelque chose qu'ils ne font pas. Enfin, on ne leur ferait pas faire quelque chose exprès pour la recherche. On leur fait faire simplement, potentiellement, quelque chose qu'ils font déjà dans leur quotidien pour accompagner les patients. Alors, que répondre?
Non, c'est un peu délicat ce que vous me dites, parce qu'en fait, on ne peut pas faire à un aidant des gestes qui sont dans un monopole, qui sont encadrés et qui sont dans un monopole d'un professionnel de santé. Que ce soit dans la recherche ou en dehors de la recherche. Donc nous, on le contrôle parce qu'on a les dossiers. Mais C'est ce que je vous dis, j'entends sur la dimension éthique, mais il y a juste un décalage avec la réelle. Les aidants, ils font déjà ça. Oui, mais faut-il continuer? Alors la question c'est ça, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est la loi qui doit évoluer? Ou est-ce que c'est une charge qui va au-delà de ce que doit faire un aidant? Et est-ce qu'il faut arrêter ce genre de pratique, quoi? Parce qu'il y a des dérogations, je les ai mises dans les diapos. Il y a quelques gestes qui peuvent être... il y a par exemple une dérogation sur les personnes qui sont handicapées, des membres supérieurs, et donc qui peuvent justement administrer des médicaments, mais je ne pense pas que ça aille jusqu'à l'injection, c'est la prise orale en fait de médicaments. Donc il y a déjà des actes qui sont autorisés et qui sont dans le code. Après, c'est vraiment une réflexion sur jusqu'où on peut aller dans les soins comme dans la recherche. Je me rends compte aujourd'hui, parce que nous, on se pose cette question-là. On se dit, les aidants ont quand même une charge qui est lourde, et on va leur imposer quelque chose en plus qui n'est pas dans le soin, donc qui est pour développer des connaissances pour d'autres personnes probablement. Donc c'est vraiment une question, quoi. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels s'appuyer pour respecter la bienveillance du travail, compte tenu par exemple des spécificités spirituelles, des croyances, la caractéristique sociale du patient? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels s'appuyer pour respecter la bienveillance, que ce soit pour le patient, les aidants, pour la personne qui va établir en la matière recherche? De recherche, Voilà. non, je pense. Enfin, on n'a rien en fait en matière de recherche spécifique. Donc c'est délicat de répondre. En fait, ça va être au cas par cas dans l'analyse du dossier, où on va pouvoir refuser certains éléments de la recherche qui porteraient une atteinte à certains principes. Mais on n'a pas, encore une fois, on n'a aucun élément juridique qui permette de dire bon, là c'est pas possible. C'est vraiment une analyse éthique. C'est vraiment de l'éthique pratique en ce moment-là, des comités d'éthique. Ouais. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler encore plus sur comment définir le statut de l'aidant pour pouvoir définir son statut en recherche en fait? Moi, je pense que c'est les questions qu'on s'est posées souvent quand on a ce genre de dossier. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse jusqu'où un aidant peut aller, ou éventuellement avoir des éléments, des critères clés pour dire bon là c'est pas possible, quoi. Ce serait trop lourd pour lui, ça apporterait peut-être pas grand-chose aussi à la personne, parce que c'est une diade et je veux dire qu'une charge pour l'aidant, ça va avoir des répercussions aussi sur la personne, quoi. Et dans les comités d'éthique, est-ce qu'il y a des représentants justement des aidants, des proches Et alors, il y a toujours, les comités d'éthique ont une composition multidisciplinaire, il y a toujours et obligatoirement un représentant des usagers qui participe et qui aux réunions, il est dans le quorum. Il y a des psychologues dans le collège 2, il y a donc des médecins dans le collège 1, donc il y a une pluriprofessionnalité, une pluridisciplinarité dans l'analyse de tous les dossiers. Ouais. Il n'y a pas de représentation spécifique des aidants, alors il y a des usagers. Il y a des usagers, oui. Il y a des usagers. Alors ça amènerait aussi au consentement de l'aidant. Donc, alors d'un point de vue éthique, ça pourrait être tout à fait louable. Après, ça fera le lien peut-être avec la présentation d'après, c'est-à-dire qu'en méthodologie et puis en réalisation pratique des recherches, que ça ne va pas compliquer encore. Parfois, ils le font parce que souvent, en fait, il y a parallèlement à la recherche sur la personne, il y a la recherche sur les dents. Souvent, parallèlement, on évalue la charge mentale sur les dents. Donc, à ce moment-là, il y a un consentement. Et je pense que le consentement serait nécessaire, ne serait-ce que pour avoir cette adhésion à la recherche, pour se dire, bon, si les dents, c'est trop lourd pour lui, il faut absolument, il peut refuser, quoi.
les embarquer dans une recherche alors que c'est peut-être pas leur volonté, parce que voilà, ce sont des personnes aussi, donc elles peuvent ne pas vouloir s'engager dans ce chemin-là en plus du reste. Je pense que c'est quand même important. C'est une garantie aussi pour que la recherche aille jusqu'à son terme correctement, quoi. Merci beaucoup Virginie pour cet éclairage. Désolée, j'aurais bien aimé vous écouter. J'aurais bien aimé écouter vos réponses aux questions. Des questions pour Virginie.